Bon Geoffroy, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, ça veut dire qu'on offre des cadeaux. Et moi, j'ai envie d'offrir des montres connectées. Et toi, t'en as testé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et tu le dis, haut et fort dans l'open space, la montre connectée, ce n'est plus qu'un simple accessoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Geoffroy? Et comment on peut choisir la meilleure montre connectée? Alors, c'est vrai que là, on sort de l'été. On a eu un été qui était quand même relativement chargé sur les smartphones, mais c'est le cas tous les ans. On a eu les sorties de Samsung, on a eu les sorties de Google, les sorties d'Apple. Et c'est le cas également du côté des montres connectées, puisqu'on a eu les Galaxy Watch 7 qui ont été, Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra qui ont été présentés en juillet. On a eu en août, avec un peu d'avance cette année, les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL. Et puis en septembre, j'étais un peu content que Apple aille avec une seule montre connectée cette année, de l'Apple Watch Series 10, on n'a pas eu de Watch Ultra 3, on n'a pas eu de SE. J'ai pu souffler un petit peu, c'était un peu challengeant. Et est-ce que les nouveautés annoncées valent le coup? En fait, on a eu surtout des nouveautés logicielles chez les trois constructeurs. C'est vrai que tout dépend de ce que tu attends du coup chez une montre connectée. On a eu assez peu de révolutions, que ce soit en termes de design, en termes de mesures, en termes de fonctionnalités, en termes de data. Par contre, il y a un point sur lequel elles ont toutes les trois, que ce soit Samsung, Google ou Apple, ont fait de grosses avancées. On en reparlera un peu plus tard. On va commencer en douceur d'abord avec la Galaxy Watch 7. La Galaxy Watch 7 qu'on va voir d'ailleurs à l'écran. Sur le papier, la Galaxy Watch 7, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport aux précédentes générations. On a le même design, une puce qui va permettre une meilleure autonomie, un nouveau capteur cardio, une puce GPS qui est améliorée sur le papier, même si dans les faits, c'est vraiment pas terrible. Et c'est un peu la même chose qui s'est passée avec la Pixel Watch 3 qui est sortie un mois plus tard. Alors, Pixel Watch 3, dont la nouveauté était quand même une nouvelle taille. Alors ouais, très clairement, on rigole un petit peu, mais c'est probablement la meilleure nouveauté du lot pour moi, la Pixel Watch 3 45 mm, la XL, comme on l'appelle. C'est que désormais, la Pixel Watch 3 est proposée en deux tailles, et moi, c'est un truc, j'avais un vrai souci sur les deux premières montres. Je les trouve non seulement trop petites au poignet, mais c'est pas uniquement une histoire d'esthétique. Déjà, une montre plus grande, ça va permettre une meilleure analyse cardio, puisqu'en fait, on va avoir une plus grande surface sur le poignet, et donc une meilleure analyse de la fréquence cardiaque. Et en plus, on va avoir un écran plus grand, plus confortable à lire, et surtout une meilleure autonomie. Et l'autonomie, on sait que c'était le gros souci qu'on avait sur les premières Pixel Watch. La première Pixel Watch, pour rappel, c'était 18 heures d'autonomie grand maximum, ce qui sur une montre connectée fait quand même très peu, alors que la Pixel Watch 3 en grand format, perso, j'ai pu l'utiliser avec écran Always On, donc activé en permanence, pendant plus de 2 jours, en allant courir, en utilisant le GPS. Donc il y a de grosses avancées qui ont été faites, notamment avec ce grand format, et ça, c'est une excellente nouvelle. Mais ce que tu disais, c'était qu'en dehors de tout ça, les nouveautés sont quand même assez fines. Ouais, c'est vrai que sur la Pixel Watch 3, à part le format plus grand, la montre, elle propose pas, très peu de grosses nouveautés. Là encore, on a eu de nouvelles mesures. On n'a pas eu de nouvelles mesures, pardon. On a un écran qui est juste plus grand, avec des bordures qui sont plus fines, sans que ça soit incroyable pour autant. On voit pas vraiment de différence. Enfin, si vous avez jamais vu de Pixel Watch 2 avant, voire même que vous n'avez pas la Pixel Watch 2 et la Pixel Watch 3 côte à côte, vous verrez pas de différence. Et on a un écran qui est un peu plus lumineux, alors que les précédents modèles étaient déjà en vrai plus que corrects, donc ça change pas grand-chose. Bon, puis si on sort de chez Google et qu'on va côté Apple avec l'Apple Watch Series 10, ça donne quoi? Là, c'est un peu pareil en fait. On a surtout une évolution légère au niveau du design, avec une montre qui est un peu plus grande, puisque le format passe de 41 à 42 mm sur la petite taille et de 45 à 46 mm, 45 à 46 sur la grande taille. Forcément, c'est un peu la même chose sur l'écran. On a des bordures qui sont un peu plus fines. La montre est un peu plus fine que la série 9, puisqu'elle va perdre 1 mm en épaisseur. Alors, ça fait c'est un peu plus fin, mais en vrai sur une montre qui faisait 10,9 mm qui passe à 9,9, c'est quand même 10% plus fin, donc ça compte quand même. Mais encore une fois, ça change pas grand chose au quotidien. L'autre nouveauté intéressante par contre chez Apple, c'est la possibilité d'écouter de la musique ou des podcasts directement sur le haut-parleur de la montre. Et ça, on peut se dire que c'est complètement con, ça va juste faire chier les gens qui sont dans le bus. Mais pour les gens qui font du vélo, les gens qui veulent écouter des podcasts ou de la musique quand ils sont à vélo, pourquoi pas du coup, puisqu'ils n'ont pas le droit, on rappelle, d'utiliser un casque ou des écouteurs. Ça peut monter assez fort, donc ça peut être correct. C'est quand même en ville, c'est compliqué, mais peut-être à la campagne, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. C'est quand même l'équivalent en voiture de baisser la vitre. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, de ce que je comprends quand même, au niveau des nouveautés, on a une génération assez décevante cette année. En termes de hardware, plutôt oui. En tout cas, on n'a plus d'innovation majeure. On n'a plus des innovations majeures. C'est vrai qu'on en parlait avec Marion, qu'on pouvait avoir sur Android il y a encore 5-6 ans. Et même sur les montres connectées, c'est la même chose. On n'a plus de grosses innovations. À l'époque, tout le monde mettait l'accent sur de nouveaux capteurs de santé, des performances accrues ou une autonomie qui est bien meilleure.
Et là, depuis quelques années, on est un peu, voilà, c'est un peu plan-plan, ça évolue plus des masses, mais... Mais oui, je me disais bien qu'il y avait un mais. Ouais, parce que l'air de rien, si sur le plan du matériel, on a eu plutôt des mises à jour plan-plan, c'est pas du tout le cas du côté du logiciel. Et l'avantage, et pour le coup c'est un gros avantage des mises à jour logicielles, c'est qu'elles ne sont pas proposées que sur les nouveaux modèles, puisqu'elles vont être également déployées via mise à jour sur les anciennes montres des trois constructeurs. Chez Google, par exemple, on a une nouvelle application Fitbit qui va donc intégrer pas mal de nouveautés, avec notamment des mesures beaucoup plus poussées pour le sport et la course à pied. C'est vrai que Fitbit, c'est une marque qui était plus axée santé globale, bien-être, etc. Là, on a vraiment des données avec l'oscillation verticale, on a le temps de contact au sol, la programmation pour des entraînements fractionnés, des fonctionnalités qui vraiment vont parler aux sportifs et qui limite peuvent concurrencer des montres de sport assez classiques. Chez Samsung, on a un nouveau score d'énergie qui saura vous dire si vous avez suffisamment récupéré, si vous devez dormir davantage et qui va surtout vous donner des conseils aussi pour améliorer votre forme grâce à l'IA. Et chez Apple, on a 2 nouvelles fonctions qui sont assez intéressantes aussi là-dessus, sur le sport et la santé. C'est l'application Synvito qui va vous faire un résumé des différentes datas de votre nuit, que ce soit la température, le temps de sommeil, la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène dans le sang, et qui va également, une autre fonction qui s'appelle la charge d'entraînement, qui va savoir si vous entraînez suffisamment pour progresser, si vous dégraissez, si vous êtes en surentraînement, etc. Donc c'est des fonctions qui sont vraiment super intéressantes. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça s'adresse uniquement aux personnes qui font attention au sport ou à la santé avec une montre connectée. Alors, c'est vrai, mais les montres connectées, finalement, elles sont utilisées quasiment que pour le sport ou la santé. Il y a 2 ans, j'avais fait un sondage tout bête sur Twitter. J'avais demandé comment est-ce que les gens utilisaient leur montre connectée. Alors, c'est pas hyper représentatif, évidemment, mais on avait quand même eu pas mal de votants. On voit qu'il y a plus quasiment 600 votes. Et près de la moitié des personnes qui ont répondu indiquaient utiliser leur montre connectée, surtout pour les notifications. Derrière, c'est le suivi de santé à 34%. Le suivi d'entraînement arrive derrière à 16%. Et finalement, un truc aussi bête que les applications tierces, elles sont finalement utilisées que par 4% des personnes qui ont une montre connectée. Du coup, alors certes, ce sont tout ça des nouveautés qui ne concernent que les gens qui font attention à leur santé ou qui font du sport, mais finalement, les gens qui ont une montre connectée, la plupart, en tout cas, ce sont des personnes qui font attention à leur santé ou au sport. Surtout que pour les notifications, un bracelet Xiaomi à 40 €, finalement, ça suffit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une montre connectée à 200, 300, 400 € comme une Apple Watch pour tout ça. Mais le fait que ça soit axé santé, c'est pas vraiment nouveau. Enfin, j'ai l'impression que tu présentes ça comme si c'était vraiment une nouveauté. Les montres connectées, ça a toujours été sport santé. Eh ben non, justement, parce que si tu te rappelles lors de la présentation de la première Apple Watch, alors ça remonte, je suis désolé, c'est il y a 10 ans, on reparle encore de dates un peu anciennes, mais la première Apple Watch qui était présentée, c'est l'expérience qui parle, je crois. Fin 2014, je suis désolé, je travaillais déjà en plus. Apple avait beaucoup mis en avant des fonctions comme la cartographie, par exemple. C'est vrai qu'on avait tout un truc sur la cartographie, sur la possibilité de naviguer pour aller voir sa galerie photo sur une montre connectée. Pas grand intérêt. Pour les premières montres Samsung, on avait une caméra qui était intégrée, qui vous permettait de filmer. Les premières montres Wear OS, quand ça s'appelait encore Android Wear à l'époque, on avait même des jeux mobiles et des FPS pour tirer, pour faire des FPS sur sa montre. Du coup, c'était pas du tout le cas. 10 ans plus tard, on a un marché qui a beaucoup mûri, et il a mûri avec une question qui est relativement simple. C'est quoi la plus-value d'une montre connectée par rapport à un smartphone? C'est certes le fait qu'on l'ait toujours sur soi, mais c'est surtout le fait que y a des capteurs de santé dessus. Et c'est ces capteurs de santé-là, que ce soit le capteur de fréquence cardiaque, l'oxymètre de pouls pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang, l'électrocardiogramme, du coup le suivi des mouvements avec le suivi du sommeil et tout ça. Et c'est ça, ce sont ces données-là qui vont permettre à une montre d'analyser non seulement votre bien-être, mais aussi les performances sportives. Et ça, s'il y a un acteur qui l'a bien compris, c'est Garmin. Alors ça fait bien rire quand tu dis Garmin, parce que moi ça me fait toujours penser au GPS. Ouais, les vieux GPS. Alors c'est vrai que Garmin, c'était ça il y a bien longtemps. Ça reste ça, parce qu'en vrai ça reste un leader du monde des GPS. Mais aujourd'hui Garmin, c'est une marque qui est surtout connue chez le grand public pour ses montres de sport, que ce soit celle pour le fitness avec la gamme Venue, que ce soit celle pour la course à pied, le triathlon comme j'ai là, avec la gamme Forerunner, ou que ce soit celle pour l'outdoor, pour le trail, pour l'aventure avec la gamme la gamme Phoenix, pardon, et la gamme Phoenix, justement, ils viennent d'annoncer la nouvelle Phoenix 8 que j'ai pu récupérer hier. Le test va arriver bientôt sur Android. Et Garmin, il faut avoir en tête que c'est le leader dans son domaine et de très loin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs constructeurs qui sont sur les montres de sport, mais Garmin, c'est 70% environ estimé de part de marché sur les montres de sport, et c'est une marque qui a servi d'inspiration à Apple. Il y a une montre sortie cet été dont je ne vais pas encore parler pour l'instant, c'est la Samsung Galaxy Watch Ultra. C'est une montre qui, évidemment, s'inspire des Apple Watch, de l'Apple Watch Ultra qui a été lancée il y a 2 ans, sauf que l'Apple Watch elle-même, en fait, elle est inspirée des Garmin Phoenix.
Et donc, quelque part, elle a le même positionnement aventure, elle a le même positionnement tarifaire, puisqu'elle est proposée, enfin, les Garmin sont proposés, en tout cas les hauts de gamme, 700-800 €. Et en fait, du coup, les montres Apple Watch, les montres Samsung Galaxy Watch Ultra, elles sont vraiment inspirées des modèles haut de gamme de Garmin, que ça soit sur le design, les fonctionnalités, les mesures. On a de plus en plus de montres connectées qui se rapprochent des montres de sport. Et finalement, c'est pas pour rien aujourd'hui si les prochaines nouveautés attendues sur les montres connectées classiques, en fait, c'est des nouvelles data. On attend la mesure du taux de sucre dans le sang. On attend la mesure de la tension artérielle sur Apple Watch qui est toujours pas là. Et en fait, les seules nouveautés qui peuvent arriver et qui peuvent être intéressantes, à part éventuellement un écran micro LED sur les Apple Watch, c'est de nouvelles datas sur le sport et la santé. Et d'ailleurs, est-ce que Samsung reste les seuls à faire la mesure de composition corporelle? De composition corporelle, je ne suis pas sûr. Je me demande, mais je dis peut-être une bêtise, si Withings ne l'a pas. Non, je n'ai pas sur la mienne. En tout pas cas, sur la tienne. Je sais pas plus. vu ça. Donc il y a toujours des petites récupérations de data que les autres pourraient prendre à l'avenir. En vrai, la mesure de composition corporelle, c'est une mesure qui est faite en se basant sur l'électrocardiogramme, puisqu'elle fait passer un circuit, un signal électrique dans le corps. Donc toutes les montres qui ont un électrocardiogramme, théoriquement, pourraient proposer cette mesure-là aussi. Withings, ils doivent l'avoir sur leur balance, j'imagine. Withings l'a sur ses balances, évidemment. La montre. Withings l'a sur ses balances. Donc toi, alors juste pour faire un petit récap, là, c'était quand même super intéressant. Là, pour la fin d'année, quelqu'un qui veut s'acheter une montre pour faire du sport, si j'ai pas compris, il faut aller chez Garmin. De toute façon, pour faire du sport, si vous voulez vraiment faire du sport de façon poussée avec des entraînements, que vous voulez suivre un programme, que vous avez une course qui est prévue, que ce soit en vélo, en natation, en trail, en course à pied, Garmin ou Coros. Coros est intéressant aussi avec des prix beaucoup plus accessibles que chez Garmin. Mais Garmin a un savoir-faire et une communauté et des datas, des fonctionnalités, des scores dans tous les sens qui sont quasiment imbattables sur ce segment-là. Même si, pour le coup, j'ai été très surpris par ce qu'a proposé Google avec la Pixel Watch 3, qui est un très bon modèle pour le sport, avec des données qui sont très précises et très fiables aussi. Et niveau prix, ils sont plus accessibles? Niveau prix, non, Garmin est cher. Coros est moins cher. Suunto est un poil moins cher aussi. Mais niveau prix, grosso modo, Garmin, ça va, pour une montre correcte, pour le suivi vraiment sportif, ça va de 350 à 1000 €. Donc, de ce que j'ai compris, ton conseil, c'est que si on ne veut pas forcément une montre extrêmement précise pour le sport, mais plus une montre connectée pour son smartphone, on ira plutôt chez Samsung ou chez Apple. En fonction du smartphone que vous avez. Voilà, c'est ça, en fonction du smartphone qu'on a. Ok, bien noté. Merci, Geoffroy. Tu utilises une montre connectée, toi, ou pas du tout? Non, j'en utilise plus. J'en avais une, je crois que c'était dans les premières générations. Et moi, mon usage, c'était de le faire sonner pour retrouver mon téléphone. Toujours perdu dans le sac. En vrai, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai passé 2 jours en voyage de presse avec Garmin en l'occurrence, et à un moment, je retrouvais plus mon téléphone. Et je l'ai utilisé pour la première fois pour ça, et c'est quand même très pratique. Pouvoir faire sonner le téléphone, c'est quand même une fonctionnalité toute bête, mais qui est assez commode. Il y a le paiement sans contact aussi, que j'avais pas cité dans le sondage à l'époque, mais beaucoup de personnes m'avaient indiqué justement qu'elles utilisaient leur montre pour le paiement sans contact. Et en l'occurrence, c'est un point d'ailleurs que j'ai pas écrit dans ma chronique, mais c'est vrai que même chez Garmin, pour le coup, autant on va avoir des montres connectées Google, Samsung, Apple qui vont de plus en plus s'approcher des montres de sport, autant on va avoir des montres de sport qui vont s'approcher de plus en plus de montres connectées classiques avec le paiement sans contact. Là, sur la nouvelle Garmin, il y a la possibilité de passer des appels téléphoniques depuis la montre en Bluetooth comme on avait déjà chez Apple, Samsung et Google. Donc on a quand même de plus en plus ces deux marchés qui étaient assez différents au début puisque c'était pas du tout les mêmes usages. Ces deux marchés-là tendent à se rapprocher et à faire des montres connectées assez globales.